État des lieux de la planète avec l'un des pionniers de l'écologie politique en France. C'est le grand angle de ce samedi 8 mai. N'en déplaise aux jeunes, vous faites partie de ces boomers qui ont porté le combat pour l'écologie. Brice Lalonde, bonsoir. Bonsoir. Depuis des décennies, vous êtes un acteur et un témoin du mouvement écologique, ministre français de l'Environnement de 88 à 92, ancien ambassadeur des Nations Unies pour le climat, et vous présidez aujourd'hui l'association Équilibre des énergies. Nous sommes près de 30 ans après le sommet de la Terre qui avait impulsé cette idée de développement durable. Bilan, 30 ans plus tard. Alors, bilan, quand même, c'est quand même un peu décevant pour l'instant. Ça va pas assez vite? Ça ne va pas assez vite. Et puis, on a tellement de promesses, si vous voulez. Ah, dans 30 ans, voilà, on va arriver à zéro. Et puis, je me souviens même, Obama, c'était en 2009. Et puis ensuite, Trump est arrivé et il a fallu tout recommencer, si vous voulez. Donc, c'est vrai que c'est un peu décevant. Là, on a eu un sommet avec Biden. Quand même, c'était pas mal. Et quand je vois un petit peu l'administration américaine, il a placé partout des vrais militants du climat. Donc, espérons que cette fois-ci, c'est parti. Je pense qu'il y a une différence avec avant. Je pense qu'aujourd'hui, les grandes économies, les États-Unis, la Chine, l'Europe, comprennent que c'est bien pour leur économie de décarboner, de lutter contre le changement climatique. La Chine, les États-Unis qui marchent main dans la main sur ces sujets-là, ça vous donne confiance? Oui, parce que si vous voulez, ça permet ensuite à Biden de dire aux républicains, voyez, la Chine est là. Donc, il n'y a pas de problème pour la compétitivité. Parce que jusqu'à présent, les pays se disaient, mais moi, si je le fais et que l'autre ne le fait pas, ça va être mauvais pour mon économie, parce que ça va coûter plus cher chez moi et moins cher chez eux, et ils vont continuer à polluer. Là, tout le monde était là, et je pense que vraiment, il y a peut-être enfin une course pour le bien qui commence. Alors, on va voir, on va essayer d'esquisser des solutions avec vous et puis on va continuer à faire ce bilan. On a appris dans une récente étude que depuis 10 ans, la partie brésilienne de la forêt amazonienne recrache plus de CO2 qu'elle n'en absorbe. Le puits qui absorbait donc une partie de notre pollution est en train de devenir une cheminée d'usine. Explication Antoine Delpierre. L'Amazonie mérite-t-elle encore son surnom de poumon vert de la planète ? Depuis une dizaine d'années au moins, la partie brésilienne, 60% de cette forêt primaire, est malade. Entre 2010 et 2019, elle a perdu de sa biomasse. Et pour la première fois, une équipe internationale de scientifiques démontre, chiffre à l'appui, que la forêt amazonienne brésilienne émet plus de carbone qu'elle n'en absorbe, avec près de 4,5 milliards de tonnes de CO2 rejetées contre 3,8 milliards de tonnes stockées. Un bilan négatif du point de vue du réchauffement climatique, encouragé par la déforestation record au Brésil, comme l'explique l'un des auteurs de l'étude. C'est un cercle vicieux. Les parties déforestées, elles sont déforestées de manière très intensive, donc elles n'ont pas le temps de... Le recovery, la récupération est trop faible. Et dans les parties qui ne sont pas déforestées, qu'on appelle entre guillemets des forêts intactes, où l'intervention de l'homme est relativement faible, ces forêts, au lieu de stocker du carbone, elles commencent à en émettre parce qu'elles souffrent des impacts de la sécheresse. Alors l'Amazonie est-elle en train de basculer? Est-il déjà trop tard? Difficile à dire selon les scientifiques. Pour l'heure, les autres pays qui se partagent l'Amazonie compensent a priori les pertes subies dans sa partie brésilienne. Mais l'étude révèle l'incidence méconnue et néanmoins majeure de ces autres dégradations de la nature. Arbres fragilisés en bordure de zones déforestées, coupes sélectives, petits incendies, mortalité plus importante à cause de la sécheresse, des atteintes moins visibles que ces grandes étendues rasées, mais tout aussi dévastatrices pour l'écosystème amazonien. Alors c'est déjà le cas en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Équateur et pour la première fois en février au Canada, où la rivière Magpie a obtenu le statut de personnalité juridique. Autrement dit, en théorie, le cours d'eau pourrait poursuivre le gouvernement. Brice Lalonde, est-ce que c'est une piste de réflexion, de solution ? Alors, c'est le cas en Nouvelle-Zélande, par exemple, où sous l'influence du peuple maori, qui était là avant les Anglais, il y a aussi une personnalité juridique donnée à des fleuves. C'est une bonne idée ? Alors écoutez, franchement, c'est une révolution. Ce serait une révolution dans le droit, puisque pour l'instant, le droit, c'est plutôt les humains. Et même les animaux ne sont pas sujets de droit en France, par exemple, alors que certaines personnes disaient pourquoi est-ce qu'un animal qui souffre ne pourrait pas aussi ester en justice? Je ne suis pas sûr que je crois que c'est surtout symbolique, je crois, parce que je ne vois pas très bien
comment le fleuve va s'exprimer devant un tribunal. Il va bien falloir qu'ils choisissent des avocats. Donc c'est de nouveau les humains qui vont venir. Mais ce mouvement de personnalité environnementale s'est présenté comme une réponse à un échec politique. Vous, la politique, vous en avez fait. Vous avez été ministre de l'Environnement. Aujourd'hui, il y a cette jeunesse qui reproche à votre génération de laisser la planète dans cet état-là. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors d'abord, est-ce que vous êtes responsable, vous sentez responsable de l'état de la planète? Je me sens responsable de l'état de la planète, pour ma part, bien sûr. Et je salue la fantastique mobilisation des jeunes en ce moment. Mais en même temps, je me dis, si vous faites de la politique, il faut répondre aux jeunes en disant, écoute, jeune, tu as raison, mais alors voilà ce qu'il faut faire. Et donc, ce qui m'inquiète en ce moment, c'est l'espèce de balai des surenchères dont on pense ou dont on sait qu'une partie ne sera pas du tout suivie, quoi, des faits. C'est ça la question. Et moi, je vois bien, même en France, par exemple, la France, c'est pas le plus grand pollueur, sans doute grâce au nucléaire. D'ailleurs, encore une question qui devrait être débattue. La France, c'est 1 à 2%, 1% des émissions. Mais là, on est très brouillon. Il y a au moins 4 lois. C'est la 4e loi en ce moment. Et donc, alors, si vous justement, voulez, c'est pas ça. Voilà. Mardi en France, je rebondis sur ce que vous dites pour expliquer. Vous parliez de cette loi. Mardi en France, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi climat. Il est attendu bientôt au Sénat. Enfin, les discussions vont continuer. Pour les écologistes, la loi est jugée insuffisante. Et pour vous? Je pense qu'elle tape sur le mauvais clou. Les rails ne sont pas bien posés, si vous voulez. Ce qui m'a frappé le plus, c'est cette loi qui veut changer un petit peu le comportement des Français, comment on se vêt, comment on se nourrit, comment on se loge, etc. Et en même temps, à côté, on a un célèbre philanthrope américain qui s'appelle Bill Gates, qui sort un livre. Alors c'est un ingénieur. Allez, on commence comme ça, 1, 2, 3, 4, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Je pense que cette loi, maintenant, c'est un espèce de bric-à-brac. Ça ne parle pas d'économie, ça ne parle pas de recherche, ça ne parle pas de technique. Vous savez ce qui est en train de se passer? Il y a quand même des motifs d'espoir tout à fait considérables. Notre problème, c'est qu'il y a trop de gaz carbonique, de CO2 dans l'air. Bon, donc évidemment, il faut éviter d'en envoyer. Et donc, il faut être un peu plus ferme qu'on ne l'est. Il faut interdire d'envoyer du CO2 dans l'air et prendre les moyens pour ça. Mais en même temps, le CO2 qui est dans l'air, s'il y en a trop, pourquoi est-ce qu'on ne va pas le retirer? Eh bien, ça commence. On commence à retirer le CO2 de l'air. Donc, si vous voulez, il y a des innovations techniques absolument formidables. Et peut-être que dans les années qui viennent, au lieu d'avoir une industrie pétrolière avec ses pipelines, ses puits de pétrole, etc., on aura une industrie du CO2. On aura des pipelines de CO2 et on transformera ce CO2 en calcaire pour le stocker. Ça, si vous voulez, c'est pas dans la loi résilience, etc. Et donc, je pense qu'il y a une espèce de bousculade. C'est une loi c'est le temps politique. Le temps politique n'est pas le temps de l'environnement. C'est une loi, si je vous comprends bien, qui a un train de retard. Elle a 1 ou 2 trains de retard. Je donne un exemple. Elle parle sans arrêt de performance énergétique des bâtiments. Elle ne parle pas de performance climatique. Or, le problème, c'est le climat. C'est pas l'énergie. Si vous mettez de l'électricité d'origine renouvelable, c'est pas le problème. Il n'y a pas de problème avec cette énergie-là. Tant mieux, allons-y au contraire. Donc, si vous voulez, il y a une erreur. On tape sur le mauvais clou, on se trompe, on a un train de retard. Vous avez exactement dit la vérité. Pour vous, la lutte contre le réchauffement climatique en Europe ne se fera pas sans le nucléaire. Pour le coup, c'est rien de très novateur, le nucléaire. Alors que vous êtes construit sur l'antinucléaire, est-ce que là-dessus, vous retournez votre veste? Je la retourne. Quand on a commencé le mouvement écologiste, on avait très peur du nucléaire et on avait peur qu'un accident arrive. On ne connaissait pas le changement climatique, on n'en parlait pas, le GIEC n'existait pas. Le GIEC a été créé dans les années 80 et tout d'un coup on se rend compte qu'il y a une menace, alors celle-ci, existentielle, absolument considérable. Et donc, ce n'est pas la question d'être pour ou contre le nucléaire, c'est que le nucléaire n'est pas le problème. Voilà, c'est pas le problème. Mais est-ce que c'est la solution? La solution, c'est électricité et chaleur. Parce que l'électricité, vous pouvez la produire de manière décarbonée, soit par le renouvelable, soit par le nucléaire. Et la chaleur, il y a 1000 façons de faire de la chaleur, de solaire, la géothermie, tout ça, sans avoir besoin de pétrole. Si vous passez ces 2 voies-là et que c'est un programme extrêmement fort, extrêmement déterminé pour que vous électrifiez comme on fait pour les voitures, voilà un très bon exemple. Tiens, les voitures. L'Union européenne a décidé qu'il fallait que les voitures envoient de moins en moins de CO2. Et là, il y a un programme extrêmement serré pour les constructeurs automobiles. Ils s'y mettent tous. Il faut des voitures électriques. Mais qui polluent, elles aussi? Non, elles ne polluent pas. Parce que les batteries qui sont impossibles. Il faut faire des batteries, exactement. Et donc, si vous voulez, ça devrait être dans la loi. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des points de recharge? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des batteries? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de créer des usines en Europe qui soient propres, avec des mines qui soient propres, etc. C'est pas dedans. Donc, si vous voulez, il y a une espèce d'absence comme ça.
Et c'est une loi un peu désespérante. Et on va se dit, voir alors que- c'est foutu, on peut rien faire. Et on va voir que sur le terrain, c'est très concret. On va regarder cette image de Bretagne avec ce coup de force des pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc. Ils sont opposés à la construction de 62 éoliennes en mer qui, selon eux, menacent la riche biodiversité marine de leur baie. Alors, ils ont perturbé le début du chantier en encerclant le navire chargé de forer les pieux. Est-ce que c'est un bon exemple de la difficulté aussi d'aller vers des solutions nouvelles ? Oui, c'est un bon exemple parce que, si vous voulez, il n'y a pas de solution dans le domaine de l'énergie qui ne soit pas sans un coût. Il faut payer quelque chose, ça coûte quelque chose. Là, Mais là, eux disent que le coût, c'est un coût environnemental. C'est un coût environnemental et puis... Donc c'est contre-productif. Il y a beaucoup de ciment, de béton, de tout ce que vous voulez. Il faut construire tout ça. Bon, alors ensuite, évidemment, une fois qu'elle tourne, elle ne pollue pas. Mais il a fallu faire tout ça. Et en fait, ces éoliennes-là, elles sont surtout là pour remplacer le nucléaire, parce que l'électricité chez nous est déjà décarbonée, si vous voulez. Donc, il y a en effet aliment pour la discussion. Et donc, on comprend que quelquefois, bon, les gens se disent, mais pourquoi absolument se donner tant de mal puisqu'on a déjà une électricité décarbonée. Mais bon, voilà. Il n'y a pas de solution qui soit à 100% bonne. Il y a un mix, il y a un peu de tout. Il faut un peu de tout. Il faut un peu d'éoliennes, il faut du solaire, il faut du nucléaire, il faut de la sobriété. Il faut que chacun fasse attention. Brice Lalonde, vous avez un cousin germain qui est John Kerry, le monsieur climat de Joe Biden. Est-ce que, enfant, vous jouiez à sauver le monde ? On faisait le Tour de France. Et c'est lui qui gagnait tout le temps. Il était un peu plus âgé que moi. Donc, vous voyez, donc on se voit très, très souvent. On s'est suivi, si je puis dire, depuis 30 ans, quoi, hein, et même plus, évidemment, depuis que je suis tout petit et qui venait en Bretagne. Il est extrêmement sportif. C'est lui qui faisait toujours de la planche à voile et il partait comme ça au loin. Et ce goût pour le climat, pour l'environnement, il a toujours... c'est de famille ? Oui, c'est de famille, oui, je pense, oui. Bon, mais... ma famille a toujours été défenseur de l'environnement. On aime la nature, on aime les animaux, on aime la mer. Voilà. Et Kerry, depuis toujours, il a toujours été un défenseur de la mer et du climat. Alors, je pense que c'est sa dernière grande mission et donc il se donne à fond pour réussir, quoi. On va terminer cette interview pour conclure en restant dans la jeunesse, peut-être pas l'enfance, juste après. Avant la pandémie, les jeunes sortaient dans la rue, manifestaient pour le climat. Est-ce que pour vous, la solution, c'est la jeunesse ? Est-ce que cette génération fera mieux que la vôtre, que la mienne ? De toute manière, ils sont obligés de le faire. Et je suis quand même très frappé de l'engagement extraordinaire, des efforts un petit peu partout pour que ce soit les déchets, que ce soit l'agriculture, la permaculture. Enfin, il y a vraiment une espèce de fourmillement extrêmement impressionnant de recherche, de travaux. Maintenant, vous savez, c'est quand même compliqué tout ça, et donc je pense aussi que toutes les générations auront leur mot à dire et leur travail à faire. Et c'est leur tour. Merci beaucoup, Brice Lalonde, d'être venu dans 64 minutes. Merci à vous.